Mireille Dornano, bonjour. Bonjour. Vous avez présenté il y a une semaine votre projet de rapport pour avis sur le contrôle du financement des ONG par le budget de l'Union européenne. Qu'avez-vous proposé concrètement? Nos concitoyens ont le droit de savoir comment est attribué puis utilisé l'argent de leurs impôts, d'autant que la France est contributeur net au budget européen. J'ai donc soumis l'idée d'un registre public des ONG qui reçoivent des fonds de l'Union européenne qui seraient accompagnés du montant et de l'objet de chaque subvention. J'ai également plaidé pour des évaluations périodiques et l'élaboration d'un portail unique pour accéder aux subventions européennes versées aux ONG. Il s'agit d'éviter que ce soit les mêmes qui captent la quasi-totalité des financements. J'ai défendu un subventionnement proportionnel aux autres ressources propres des ONG. Enfin, alors qu'une députée danoise écologiste affirmait que la Hongrie devenait une tyrannie, j'ai répondu qu'il était urgent de dénoncer le rôle idéologique et politique de certaines ONG. En Hongrie, mais pas seulement, il arrive qu'elles pratiquent la désinformation au lieu de respecter la démocratie. Voilà pourquoi j'ai surtout rappelé l'impératif d'indépendance des ONG par rapport aux considérations politiques et idéologiques. Le rapport relatif au règlement européen sur le mercure a été adopté la semaine dernière en commission Envie. Quelle a été votre position? Avec mes collègues députés du Front National, nous avons soutenu ce texte qui protégera davantage la santé de nos concitoyens, mais également l'environnement des incidences néfastes du mercure. Il prévoit l'interdiction à terme de l'importation de mercure, même pour une élimination en tant que déchet. Les pays non européens sont invités à prendre en charge à terme leurs propres déchets de mercure. L'utilisation de cette substance dans les produits médicaux, lorsqu'aucune autre option n'est envisageable, est exceptionnellement autorisée. Le texte invite les États à interdire rapidement les amalgames dentaires de manière généralisée pour protéger notamment les enfants et les femmes enceintes. Le règlement modifié encadre les émissions de mercure provenant de l'industrie, limite la conservation des déchets et les risques afférents. Comme souvent, il est regrettable que la Commission européenne soit appelée à surveiller les États souverains dans le cadre de ce bannissement programmé du mercure. En effet, les États ont déjà des engagements vis-à-vis de la Convention de Minamata, qui reste la référence en la matière. Pour autant, nous ne pouvons pas transiger avec la santé de nos concitoyens, d'où notre soutien à ce texte. De même, le plan d'action de l'Union européenne sur le trafic d'espèces sauvages a été adopté. Mais vous avez préféré vous abstenir. Pour quelles raisons? Avec mes collègues, nous nous sommes abstenus sur ce texte car il mêlait des intentions très louables de protection des espèces sauvages à des atteintes manifestes à la souveraineté des États. Si le braconnage sauvage doit être condamné sévèrement, il n'est pas pour autant du ressort de l'Union européenne de condamner ou d'interdire la chasse de manière générale, qui plus est dans d'autres continents comme l'Afrique. Pratiquée dans le respect de l'environnement, la chasse a toujours été un mode de régulation naturelle qui peut même générer des revenus réinvestis ensuite dans la protection des écosystèmes. Autre problème, le texte invitait à plusieurs reprises à augmenter les moyens financiers consacrés à cette question. Or, l'Union européenne n'a pas à prendre de telles décisions qui relèvent de la compétence des États, déjà tous partis à la Convention CITES sur la protection des espèces sauvages. La commission Envie a également adopté un avis sur l'utilisation des robots, notamment dans le cadre médical. Quelle a été votre position? Nous avons soutenu cet avis qui sera adressé à la commission jury. Il s'agit de poser des garde-fous juridiques avant que l'utilisation des robots, qui est certes un progrès notable, ne prenne le pas sur l'humain et sur les règles que l'éthique nous appelle à respecter. Aussi, il convient de préciser que l'aide apportée par les robots à l'homme ne doit jamais se traduire par un abandon de compétences de ce dernier. De même, le lien soignant-patient doit être maintenu au même titre que le savoir-faire des praticiens. Vous avez déposé des propositions de résolution sur les antibiotiques. En quoi consistent-elles?
La première rappelle que la résistance des bactéries aux antibiotiques est une question de santé publique cruciale dans la mesure où elle provoque 700 000 décès par an et provoque 10 millions de décès annuels d'ici 2050. Sur une question aussi préoccupante, je propose donc aux autorités européennes et aux États membres de recourir à des campagnes d'information sur la consommation d'antibiotiques à destination des praticiens et des patients. Dans une deuxième proposition, je propose un soutien renforcé à la recherche pharmaceutique pour le développement de nouveaux antibiotiques et d'outils de diagnostic rapide. J'invite également à une collaboration au programme de surveillance initié par l'Organisation mondiale de la santé. Concernant la prévalence du VIH dans les établissements pénitentiaires, vous avez également déposé une proposition de résolution? En effet, le VIH constitue toujours un des principaux facteurs de risque pour la santé des Européens. La Commission européenne elle-même identifie les détenus comme une catégorie particulièrement à risque d'infection au VIH et l'OMS soulignait déjà en 2007 que des prévalences importantes du VIH ont été mesurées dans certains établissements pénitentiaires européens, à savoir 11% en France. Aussi, j'ai invité la Commission à publier des recommandations sur le VIH dans les établissements pénitentiaires en intégrant le dépistage systématique des détenus sur une base volontaire afin de réduire le risque sanitaire pour les détenus mais également pour la population lorsque ces derniers sortent de prison. Enfin, vous avez réagi au scandale des additifs alimentaires probablement cancérigènes présents dans le jambon par exemple. En effet, j'ai rédigé une proposition de résolution sur les additifs alimentaires tels que le nitrite de potassium et le nitrite de sodium. Ces derniers agissent comme conservateurs et fixateurs de couleur des produits à base de viande, ainsi que pour la prévention des infections bactériennes. Toutefois, le rôle des nitrites en combinaison avec des amines dans le développement du cancer colorectal et de l'estomac notamment a été démontré par plusieurs études scientifiques. En outre, les nitrites sont définis comme probablement cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé. C'est la raison pour laquelle j'appelle à un abaissement des seuils légaux de nitrites, voire à leur interdiction. Je me fonde pour cela sur les conclusions de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et d'études scientifiques fiables et indépendantes. Il convient d'utiliser des alternatives pour prévention des infections bactériennes qui ne soient pas cancérigènes. Merci Mireille Dornano. Merci à vous.